Et si l'on changeait désormais la donne? Le groupe Divine 4.0, c'est un bar-restaurant qui vous transporte au cœur même des saveurs africaines. Du bon vieux poisson silure à la braise, une spécialité de chez nous. Un concept pour tous, pêche ton poisson vivant et laisse-toi servir par une équipe qualifiée et dévouée. Le restaurant Divine 4.0, c'est une explosion de papilles. C'est aussi un espace rafraîchissement adapté au confort des fins gourmets. Le groupe Divine 4.0 vous ouvre également les portes de l'auto-école pour une formation de haute qualité en conduite automobile, toutes catégories confondues. Et ceci dans des conditions uniques. Groupe Divine 4.0, quand la qualité se fait une priorité. Nous sommes situés au quartier Damas, 100 mètres avant le rond-point Damas. Bon retour sur ce plateau de libre expression. Nous prenons le deuxième sujet inscrit à l'ordre du jour ce jour et c'est pour la deuxième semaine consécutive. Nous marquons encore un arrêt pour repartir du côté du tribunal militaire de Yaoundé où se déroule ce qu'il faut désormais et que nous appelons d'ailleurs depuis plusieurs mois l'affaire Martinez-Zogo, ce journaliste camerounais qui avait été assassiné. Les informations en notre possession font état pour l'instant de ce que un premier commando avait justement été mis en scène. Certaines informations nous font comprendre que Martinez avait été suivi, enlevé, torturé. Cela a été dit, tout le monde est au courant. Depuis un certain temps, nous avons également eu d'autres informations, notamment cette ordonnance de mise en liberté de certains suspects, notamment Maxime Eko, l'ancien DGRE, sans oublier l'homme d'affaires Jean-Pierre Amourou Belinga, même s'il y a eu un démenti concernant justement cette information. Pour l'heure, toujours concernant cette enquête, on nous parle de plus en plus d'un deuxième commando qui avait également été mis à contribution. Et là, je vais commencer par passer la parole au professeur Mathias Eric Owonangini. Avant de passer la parole au professeur Mathias Eric Owonangini, je pense qu'on me fait signe. Je pense que nous allons d'abord prendre Calixte Beyala. Nous allons d'abord prendre Calixte Beyala à partir de Douala. Donc, nous prenons donc le professeur Mathias Eric Owonangini. Professeur, concernant de manière générale l'affaire Martinez-Zogo, où en sommes-nous, même s'il faut dire qu'on n'est pas juge d'instruction, ne fût-ce que sur l'analyse, sur le commentaire, quel est le regard que vous posez sur ce que l'on appelle de plus en plus le deuxième commando qui avait été mis à contribution dans le cadre de l'assassinat du célèbre journaliste camerounais? Comme vous avez dit, je ne suis pas juge d'instruction au tribunal militaire chargé de cette affaire. De l'extérieur, ce que je vois, c'est qu'on est un peu dans une situation de patinage. Et ce que semble révéler ce patinage, c'est une lutte entre intérêts contradictoires. Les gens, en fonction des intérêts, suscitent tel commando ou tel autre. Bon, ce n'est pas ça qu'on attend. Nous, on attend la lumière complète sur ce qui s'est passé. Je passe la parole à Lucien Bidima. Lucien Bidima, pour l'instant, lorsque vous observez ce qui se passe depuis le début de ces enquêtes, avez-vous l'impression que les enquêtes se poursuivent de manière sereine? Première interrogation. Ou alors, nous allons dans tous les sens? D'abord, dans un premier temps, je voudrais dire... M. Limi Lobé a fait cette pirouette. L'affaire, l'assassinat de Martinez Zogo ne concerne en rien l'ORDPC. Il faut d'abord... C'est M. Niemek. M. Niemek ne concerne en rien l'ORDPC parce que tout le monde Vous pensez qu'il faut faire cette mise au point? Oui, il fallait faire cette mise au point. Tout le monde a été ému. Tout le monde est désorienté par la manière dont Martinez aura perdu sa vie. Il faut savoir qu'on ne doit pas jouer avec les morts. C'est
une affaire totalement individuelle d'un certain nombre de personnes dont nous n'avons pas encore suffisamment les identités. Les gens ne sont pas encore condamnés. Et nous, dans le RDPC, quand une affaire est en justice, on ne commente pas cette affaire-là. Donc, nous continuons à solliciter, comme tous les Camerounais, que la vérité éclate, toute la vérité, rien que la vérité. D'ailleurs, le président de la République a demandé cette vérité. Le porte-parole du gouvernement a fait un communiqué là-dessus. On s'en tient à cela. Alors, mais maintenant, les avancées au niveau de la justice, nous ne sommes pas des juges, parce que manifestement aujourd'hui... Lucien, oui. Avec votre permission, nous allons prendre Calix Beyala qui s'impatiente au bout du fil. Calix Beyala, bonjour. Oui, bonjour, Perfecto. Je souligne que Calix Beyala est justement cette Camerounaise, écrivaine d'envergure internationale. Je vous pose cette préoccupation. Calix Beyala, dans le cadre de l'affaire Martinez-Zogo, on parle de plus en plus d'un deuxième commando qui a été mis à contribution. Les enquêtes avancent ou alors ça va dans tous les sens? Excusez-moi de rire, Perfecto. Je ris pourquoi? Je ris parce que ça me rappelle des histoires du KGB. Vous savez, où il y avait des seconds commandos, des troisièmes commandos, des parapluies bulgares, où on tuait les ennemis à travers ces... Mais enfin, arrêtons de prendre les Camerounais pour des choux ou des navets. Hein, c'est un peuple où on trouve un grand nombre d'intellectuels, d'hommes brillants. Hein. Un petit homme comme Martinez-Zogo, qui à peu près ma corpulence et ma taille, je vais dire 1m72, peut-être à peine un peu plus de 60 kilos, moi je fais moins, mais quand vous déployez contre cet homme 13 hommes baraqués, vous pensez vraiment qu'on a besoin d'un second commando? Il s'agit là d'une pure distraction. Je veux dire, les élites camerounaises, ceux qui nous dirigent, me donnent l'impression de virevolter, de tournoyer, donnant de tournis au peuple. Les élites essayent de mettre en doute les évidences, inventent des seconds commandos pour faire perdre la raison au peuple camerounais et libérer les criminels. Ce n'est pas le second commando qui a accusé le commanditaire, c'est le commando en chef d'Anoué. J'ai bien suivi les réquisitoires, les questions et ses réponses. À qui on fait croire? On demande, ah, il y aurait le second commando? Ah, dit-il, peut-être bien. Ah, peut-être bien. Cet homme qui, durant tous les interrogatoires, répond par l'affirmatif. Oui, tel a fait ceci. Affirmatif. Il vous a demandé de le torturer. Affirmatif. J'ai amené les vidéos. Il a regardé. Il a dit que c'était... Il a rigolé. Et pendant que Martinez-Zogo se torturait de douleur, on l'a laissé vivant. Évidemment, monsieur, une fois que vous avez torturé quelqu'un, il l'a laissé vivant. Ils l'ont laissé vivant où? Devant l'hôpital? Chez lui? Ou dans la rue? Ou ailleurs? Ben, il a dû mourir. Ce n'était qu'un petit bonhomme handicapé en plus. Vous ne vous rendez pas compte de comment un esprit comme le mien peut torturer, de voir qu'on essaie de mettre en évidence, de mettre en doute des évidences pour libérer des criminels. On a vu faire avec l'affaire Fombord. On veut nous refaire la même chose avec l'affaire Martinez-Zogo. J'ai dit, nous sommes en République. Et que la loi doit être dite, qu'on arrête la corruption, que les milliards arrêtent de circuler, que les coupables soient punis, pas chaque fois nous livrer des petites graines, des petites gens pour nous dire les voilà qui ont tué. Monsieur Perfecto, pour qu'il y ait un crime, il faut un mobile. Quel était le mobile de ce qu'on doit accuser comme second commando? On nous a parlé d'un certain maire. On nous a dit qu'il était en prison d'ailleurs. Il a été arrêté. Non, il est libre. Il est chez lui, il va être entendu après.
Mais il a déjà été entendu. Mais dans le cadre d'une autre affaire, il faut vraiment arrêter de distraire le peuple camerounais et rendre justice au peuple camerounais. Parce que ne pas rendre justice à Martinez Zogo, c'est bafouer tout le peuple camerounais qui souffre dans sa chair. Nous avons tous souffert. Nous sommes tous des Martinez Zogo. Nous sommes tous les frères et les sœurs de Martinez Zogo. Nous sommes tous ses enfants. Nous sommes tous ses mères. Nous sommes tous ses pères. Nous sommes tous ses oncles. Il faut arrêter ça. Cette histoire me traumatise. Cette histoire me choque. Mon peuple mérite mieux que ça. Il mérite une vraie justice, pas parce que les gens puissants financent un magma de la presse qui se croient le droit de décider de qui doit vivre et de qui doit mourir, qu'on doit lui distraire avec des faux commandos. Vous allez m'en excuser, M. Perfecto, d'élever quelque peu la voix, parce que je réclame justice pour Martinez Zogo, justice pour le Cameroun, parce qu'il faut arrêter de ridiculiser ce pays au niveau international. Nous savons tous ce qui s'est passé. On a eu des preuves. Le commandeur en chef qui a tué Martinez a déjà avoué, a dit qu'il a commandité. Vous voulez changer la version pour le libérer, pour des histoires de clans, de ceux qui veulent ou pas prendre le pouvoir. Mais qu'est-ce que le peuple camerounais en a à foutre de ceux qui veulent ou pas prendre le pouvoir? On veut la justice, on veut marcher en sécurité dans nos rues. On ne veut pas avoir affaire à des gens qui décident que le droit de vie de mort sur nous parce qu'ils ont de l'argent. Et quel argent? L'argent du contribuable. Quel argent? Ils ont travaillé où? Ils ont quel métier? Arrêtez avec ça. Je m'énerve à la fin parce que franchement, ce qui a été fait à Martinez, les souffrances qu'a subi ce garçon, c'est incroyable. Qu'on scalpe quelqu'un, qu'on arrache ses ongles, qu'on arrache... Ça suffit. Je vous avais dit hier que je suis très fâché avec cette histoire. Je vous avais dit ça quand vous m'avez sollicité. Je vous l'avais dit. C'est inadmissible. Ça s'est passé la semaine dernière avec des vraies fausses libérations. C'est inadmissible de torturer ainsi, parce qu'il s'agit là d'une torture pour le peuple camerounais. Calix Beyala. Oui, je vous écoute. En l'état actuel des choses, faites-vous confiance en la justice camerounaise? J'ai envie de continuer à faire confiance à la justice camerounaise, mais cette histoire de vraie fausse libération doit être éclairée. Qui a fait ces faux dossiers? Pourquoi ne nous dit rien sur ça? Il faudrait qu'on nous explique. S'il y a eu de la manipulation, que ceux qui ont manipulé soient arrêtés et présentés au peuple camerounais. Nous avons droit à ça, un minimum. Les contribuables camerounais payent ces gens-là pour qu'ils éclaircissent et non obscurcissent des situations. D'accord? Il faut qu'on sache. On est déjà, même qu'on n'a pas fait le droit, M. Perfecto, même si on n'a pas été à l'université pour faire du droit, on sait déjà qu'un simple greffier ne libère pas quelqu'un. C'est pas possible. Il faut que le procureur intervienne. C'est quoi cette histoire qui se passe en catimini, un vendredi après-midi, quand on sait que au niveau de cet état, de ce peuple, les vendredis les gens partent des bureaux, les gens partent dans les villages, ils n'ont même pas de communication très souvent, et c'est là où on libère Amourou Belinga. Le cas Eko m'intéresse beaucoup moins parce que c'est le cas de l'État, c'est un manquement. Depuis quand on voit qu'en droit pénal, on délivre le même document pour deux accusés de deux faits différents dans le même document? Il faut un peu arrêter de nous prendre pour des chèvres. Nous ne le sommes pas. Nous avons tous été à l'école de la République. Calix Beyala. Oui. Info TV vous dit merci. C'est moi qui vous remercie. C'est Lucien Bidima qui avait la parole. Vous la reprenez, vous poursuivez et vous chutez. Alors j'ai dit, comme je disais, c'est une affaire qui a marqué tous les esprits. Mais ce que nous ne voulons pas ici, nous ne sommes pas capables de juger tel ou tel, de rendre justice ou bien de dire que tel est coupable, ou pas tant que la justice n'aura pas fait son travail jusqu'au bout. Alors moi je conclus en disant qu'effectivement dans l'OEDPC nous voulons la justice, nous faisons confiance à cette justice. Mais maintenant les soubresauts qui peuvent y arriver, peut-être nous ne pouvons pas les analyser, d'autant plus que nous avons décidé de rester neutres dans cette affaire jusqu'à l'aboutissement de la justice. Aussi, nous avons décidé de ne pas condamner qui que ce soit par anticipation, à cause de nos émotions ou parce que nous détestons tel ou tel. Nous disons, il y a eu meurtre et à partir de ce moment, il faut que
toutes les enquêtes aboutissent, le chef de l'État l'a demandé et que la justice soit dite, le droit soit dit. Voilà ce que nous attendons. Merci beaucoup, Abel Elimbi Lobé. Toujours dans le cadre de cette affaire, on parle de plus en plus d'un autre intervenant, un certain Savon, qui serait maire du côté des Bibé, une commune du côté de la Haute-Sanaga, qui a donc été convoqué, mais nous avons également reçu des informations où le monsieur en question a commencé à ameuter toute la République, écrivant à la présidence de la République, chargeant le juge d'instruction. Alors, face à ce genre d'agitation, est-ce qu'il n'y a pas lieu quand même de se poser un certain nombre de questions? Pour moi, non. Nous savons tous que c'est l'épreuve du délitement de l'État, du délitement du régime du président Biya. C'est des manifestations tangibles de la désagrégation de ce régime qui rendent compte de ce que le président ne contrôle effectivement plus rien. Mais je veux d'abord demander à Lucien Bidima, qu'est-ce que tu entends par le RDPC ne se sent pas concerné? Prends une petite partie de mon tac pour expliquer. Tu dis que le RDPC n'est concerné en rien. Qu'est-ce que tu veux dire? Est-ce que c'est le RDPC qui a tué Martinez? Ce n'est pas le RDPC qui a tué Martinez Zogo. Ce ne sont pas les éléments, les membres du RDPC qui ont tué Martinez Zogo. Tu connais ceux qui l'ont tué? Non. Jusqu'à présent, nous attendons les résolutions, en fait, les décisions de justice. On a compris. Donc, ça ne sert à rien de parler l'affaire d'un plan, l'affaire de non. J'ai compris. Tout le monde a compris. Je vais donc te dire. Vous pensez que le RDPC a quelque chose à y voir? Il est pleinement concerné. En quoi? Parce que tout Martinez a été tué dans la maison du parti de RDPC? Non, laisse-moi parler. Le RDPC est effectivement concerné parce que c'est le RDPC qui gouverne. Tous les acteurs, tous sans exception, je vous mets au défi de montrer un qui n'est pas membre du RDPC. Tous, sans exception. En commençant par Martinez Zogo lui-même. En continuant avec ceux qu'il blocadait. Est-ce que Justin Danwe est membre du RDPC? Bien sûr. Je continue. La réponse est évidente. Bien sûr. Mais je continue. Je considère même que tu nous provoques. Moi, je ne pense pas. C'est un militaire. Heureusement qu'on n'est pas dans les plateaux où les panélistes risquent de boxer. Vous allez passer comment et lui, il est costaud. C'est moi qui risque de me retrouver hors de la salle. Quand Martinez Zogo blocardait du matin au soir et Soloran n'est pas un éminent membre du RDPC, ça vous laisse indifférent, vous? Vous ne vous êtes pas senti concerné que comment un pilier du parti peut être insulté du matin au soir? Vous n'avez pas posé une seule question que c'est quoi ça? Et il était insulté par un camarade. Martinez Zogo est un militant qui utilisait la radio d'un militant pour insulter un ministre d'État hautement militant. Amougoubelinga que Martinez Zogo blocadait tous les jours. C'était un militant. Ceux qui donnaient les informations à Martinez Zogo, ce sont des militants. Ça venait du secrétariat général de la présidence. Comment tu le sais? Je le sais. Comment vous savez que ceux qui l'ont tué ne sont pas du RDPC? Non, attendez un peu. Nous sommes sur un plateau. Bon, je continue. Je réponds même à ta question. Non. Je réponds même à ta vous question. Dites que ceux qui lui donnaient les ça vient de là-bas. venaient du secrétariat général de la présidence. Les informations. Oui, je vais répondre, non? Allons-y donc. Puisque vous voyez très bien que les enquêtes se dirigent maintenant vers le secrétariat général. Comment ça? À quel niveau? Mais quand vous parlez de Savon, c'est un maire du RDPC, non? Et il est maire réponds-moi d'abord. Secrétaire général. Je vais te dire, Savon, c'est un maire du RDPC. Bien entendu. Voilà. Il est maintenant considéré comme quelqu'un qui détenait ou qui agissait. C'est pour ça qu'on veut l'entendre. On veut l'entendre. Il agissait. Il parlait avec qui? Il parlait avec des gens du secrétariat. C'est l'exploitation de ses téléphones.
qui le montrent. Donc les sources d'information étaient au secrétariat général. Les sources d'information. Avec quels éléments concrets qu'ils démontrent? Bon, je passe. Là, vous ne faites que des informations. Je retire même ça. Très bien. Pour dire que... C'est mieux de retirer. Je retire ça. Voilà. Oui, je retire ça. Mais je sais que dans quelques jours, la vérité jaillira. Parce que avant, nous avons parlé de ça ici la semaine dernière. Personne n'imaginait que Savom allait être mêlé dans cette affaire. Personne n'en parlait. Pour l'instant, il n'est pas coupable. Je n'ai pas dit, est-ce qu'Amougoubélinga est coupable? Pas du tout. Alors, pourquoi vous évoquez ça? Je vous ai dit que la présomption d'innocence, c'est la face d'une réalité. L'autre face, c'est la présomption de culpabilité. Autant on dit que tu es innocent parce que tu n'en as pas encore prouvé ta culpabilité, autant ceux qui te poursuivent veulent prouver ta culpabilité, ils peuvent le faire. Donc laissez ça. Pour redire simplement à Lucien que vous ne pouvez pas, avec une telle condescendance, dire que cette affaire ne vous concerne pas. Tous ceux qui sont dans la chaîne de soupçon sont des militants. Non, ils n'ont pas agi sur le label du SDPC. Je n'ai pas dit qu'ils agissent. Je n'ai pas dit son acte d'une manière individuelle. Je n'ai pas dit. Je n'ai pas dit avec l'onction du RDPC. Le RDPC n'est pas en partie. La Bible nous dit. On n'a pas envoyé quelqu'un. La Bible nous dit ne formez pas d'attelage disparate. Vous ne pouvez pas être dans un parti qui est un parti de gouvernement. Vous êtes mêlés entre vous, vous mélangez entre vous. Et vous considérez que des criminels à l'intérieur de votre famille ne ternissent pas l'image de votre famille. Au point de dire que vous n'êtes pas concerné. Pour l'instant, vous avez déjà un criminel. Vous êtes donc concerné. Je reviens pour l'instant, vous avez déjà un criminel. Je reviens. Ne dites pas une chose et son contraire. On est à la recherche des criminels. Voilà. Alors, cette recherche se fait où? Elle se fait à l'intérieur du SDF. Elle se fait dans les rangs de l'UPC. Tu connais un seul UPC qu'on a soupçonné? Non, le ministre de la Défense, dont les extraits de journaux mettent en cause, en ce sens que l'ordonnance de remise en liberté lui aurait été signifiée et charge à lui de rendre compte au chef de l'État. Parce que la dernière fois que nous avons parlé de ça ici, j'ai dit que ce qui fait problème dans cette affaire, c'est que l'ordonnance qui est authentique, et Sikati ne convaincra personne qui n'a pas écrit cette ordonnance. Il a écrit ça. Ce qu'il n'a probablement pas écrit, c'est la lettre de dénonciation. Mais là, encore, oui, mais vous avez la preuve qu'il a écrit la lettre de dénonciation. Et évitez donc de parler avec autant d'assurance. Les spéculations sont ouvertes. Et je suis en train de dire, nous avons la preuve qu'il a écrit l'ordonnance. Puisque le greffe a signifié aux avocats. Le greffe ne pouvait pas inventer lui-même cette ordonnance-là, signée avec Sikati et patati et patata. Donc là, nous savons aussi que la corruption joue. La corruption intérieure à quel niveau ici? Je vais montrer. Sikati est à peu près à quel âge de la fin de son mandat, de son ministère comme juge? Il n'a plus 10 ans de service. Et qu'est-ce que vous voulez démontrer? Je veux dire que si on lui propose par exemple, dis pas que tu as pris l'argent à Sikati, je ne suis pas en train de dire ça. Je suis en train de réfléchir. Je suis en train de dire que si on propose à Sikati 100 millions ou 200 millions, tel que la justice est pourrie, telle qu'elle est pourrie. Est-ce que c'est tous les juges qui sont corrompus? Non. Mais est-ce que tu as la preuve que aucune preuve de ce que Sikati est corrompu? Je n'ai pas dit qu'il est corrompu. Tu dis que si, non, je suis en train de réfléchir. On peut peut-être lui proposer. Oui, il peut refuser. Il refuse. Oui, je ne dis pas le contraire. Mais je suis en train de parler d'un appareil judiciaire pourri et dont la pourriture est reconnue. Et dans cette pourriture, cette ambiance de pourriture, imaginons qu'on ait donné 200 millions. Ce sont d'abord de mauvaises images. Laisse les gens qui nous écoutent me juger. Imaginons qu'on lui ait donné 200 millions pour écrire cette ordonnance. Tout son salaire de 30 ans de travail comme juge n'atteint pas 100 millions au Cameroun.
Il n'est pas obligé d'accepter. Je ne dis pas qu'il est obligé. Je dis simplement Il y a des magistrats qui travaillent encore en toute âme et conscience. Ouais, on a entendu. Il y a aussi 90 qui sont pourris. Vous n'avez pas fait un sondage? Si, on vit la pourriture de la magistrature. Toutes les enquêtes de Transparency Internationale, les rapports sur la corruption au Cameroun ont indexé la justice. Cela ne signifie pas que tous les magistrats font du mauvais travail. On a déjà dit ça, là je continue. Que si on donne 200 millions, il va raisonner en termes de si j'écris l'ordonnance. Je sais que les gens ne vont pas accepter qu'on le libère. Je prends les 200 millions, j'écris l'ordonnance, je publie l'ordonnance, il me reste 10 ans de service, je sors. Même si on m'enlève, on me met là en complément d'effectif ou n'importe quoi, on me punit administrativement, j'ai 200 millions dans la poche. L'ordonnance va coincer après. Je vais regarder mes corrupteurs. Je vais leur dire, vous avez vu, moi j'ai écrit l'ordonnance. Si on ne vous libère pas, ce n'est pas moi. C'est à cause des autres. Mais les autres, c'est qui? Les autres, d'après tout ce qui circule dans les réseaux sociaux, les autres, c'est le ministère de la Défense qui devait signifier au président de la République. Mais qu'est-ce que ces gens viennent faire dans une décision de justice? Le juge n'est-il plus libre de prononcer la mise en liberté d'un inculpé? Pourquoi on a à demander au président de la République? Cela veut dire ici que toutes ces comment on appelle ça, toutes ces spéculations, toutes ces informations nous montrent très bien que la question de l'indépendance de la justice se pose avec une acuité extrême. Merci beaucoup. Je termine en vous lisant ce petit morceau que j'ai gardé à tous ces gens qui interviennent. Depuis la nuit des temps, Moïse, à qui Dieu parlait pour qu'il parle aux Israéliens, parce que dans Lévitique, tout premier chapitre, on dit, Dieu appela alors Moïse et lui parla de la tente de réunion en disant, parle aux fils d'Israël, et on commence à donner ce que Moïse doit dire. Et Moïse dit dans Lévitique chapitre 19, verset 15, vous ne devez pas commettre d'injustice dans le jugement. Vous ne devez pas commettre d'injustice dans le jugement. Merci beaucoup. Sylvestre Nyek, je présume que vous suivez également avec beaucoup d'attention cette folle affaire qui n'est plus seulement une affaire qui concerne uniquement le Cameroun. Nous avons vu avec quel engouement depuis la naissance de cette affaire, certains médias étrangers de renom ont pris l'affaire. Pour l'instant également, les informations en notre possession font également état de ce que l'affaire Martinez ne se joue plus uniquement seulement sur le terrain de l'enquête judiciaire. Il s'agirait également des gros lobbies au sommet de l'État qui se battent. Vous confirmez un tel soupçon ou alors ce ne sont que des simples allégations? C'est vrai que les allégations sont également des soupçons. C'est pas ça le plus grave. Ce dossier était calme jusqu'à ce qu'il y a quelques jours, on découvre sur les réseaux sociaux des documents signés, du moins prétendument signés par le juge d'instruction. Une ordonnance de mise en liberté. Notifiée aux avocats. Parce que là, un avocat dit que j'ai déchargé au greffe. On doit savoir. Mais je reviens sur le dossier de la haute tout à l'heure. Il dit, on disait qu'on a passé un marché, quelqu'un n'a pas exécuté, on a donné à quelqu'un d'autre, sans poursuivre celui qui n'avait pas exécuté. Tant mieux. Moi, je ne peux pas croire qu'un juge dise qu'il n'a pas signé une ordonnance et qu'on n'a aucune information sur ceux qui auraient signé la mauvaise ordonnance. Le juge Sikati, en qui moi je crois, qu'il n'a pas signé, il a dit ça. Ne peut pas laisser sa signature, le sous de l'État se balader comme s'il y avait après tes profits, non. Il faut donc poursuivre au moins ceux qui auraient pu bénéficier de cette ordonnance en tentative d'évasion aggravée, c'est le minimum. Ou alors que les avocats nous disent où est-ce qu'ils ont été chargés. Ils vont dire dans la suite de l'affaire. Sikati dit qu'il n'a jamais signé d'ordonnance, n'est-ce pas? Tout à fait. Moi, je n'ai aucune raison de ne pas croire. Mais il ne peut pas s'arrêter à ça. Ce n'est pas la route, cette fois-ci. Dans la route, on enlève un marché, on a quelqu'un d'autre, on va voir après. Non. Sikati doit faire un effort
pour nous dire qui a falsifié sa signature. Absolument. C'est là le problème. Parce que malheureusement, dans ce cas, nous avons les instruments pour savoir d'où est partie l'ordonnance qui est sur les réseaux sociaux. On a cette capacité aujourd'hui. On peut savoir, c'est d'un téléphone, c'est d'un laptop, ça part d'où? On a les capacités pour savoir. Donc je ne vais pas m'accommoder en disant que non, il a dit non. Mais le danger là-dedans, à force de ne rien faire, je rappelle que... Mais s'il te plaît, Nyek, tu crois au juge Sikati? C'est ce qu'il a dit. C'est ce que tu as dit. Il dit que je n'ai aucune raison de ne pas croire lorsqu'il dit qu'il n'a pas signé. Oui, tu n'as aucune raison de ne pas croire. Oui. Mais est-ce que tu es sûr que c'est lui qui dit qu'il n'a pas signé? Mais il n'a pas dit que ce n'est pas lui qui dit. Non, on te dit, là où tu as vu l'ordonnance, Oui. c'est là où tu as vu la lettre de Sikati qui refuse qu'il a signé. C'est la même source qui t'informe. La source qui te dit que voici l'ordonnance qu'il a signée. C'est la cette preuve que Sikati a dit qu'il n'a pas signé, c'est que personne n'est sorti de prison. Non, ce n'est pas la preuve. Lui, la qualité... Non, ce n'est pas lui qui a empêché tout ça. Non. C'est le commissaire de gouvernement. Et la lettre du commissaire de gouvernement est dehors. Il dit au receveur, c'est le receveur, au régisseur, ne fait sortir personne. Nous avons eu la lettre là ici. Non, attends, nous avons eu la lettre. C'est toi qui devrais attendre cette fois-ci. Merci d'accord. Lis la lettre du commissaire du gouvernement adressée au régisseur, où il interdit au régisseur de faire sortir ces gens-là. Voilà, je lis ça. Attends, tu le lis. Non. Le commissaire, voici ça. Le commissaire du gouvernement près le tribunal militaire à monsieur le régisseur de la prison principale de Yaoundé. Gestion de procédures judiciaires mettant en cause Eko, Léopold Maxime et Amougou Belinga. Référence, faisant suite à la lettre de deuxième référence, se rapportant à une présumée décision de mise en liberté des surnommés visés en objet. J'ai l'honneur de vous faire tenir thermocopie de la lettre du juge d'instruction de ce jour, qui atteste que le document en circulation dans les réseaux sociaux n'émane point de lui. Il n'est donc pas authentique. Je vous invite par conséquent en retirant les termes de ma lettre de première référence, de ne pas exécuter un quelconque ordre de mise en liberté. Donc il y avait même déjà une première lettre qu'il avait déjà adressée au régisseur. Très bien, donc on rappelle au régisseur, ne les fait pas sortir. C'est là donc la faute professionnelle. Le commissaire du gouvernement n'a pas à intervenir dans la levée de la garde. Il n'a pas intervenu là-dessus. Bon. Je rappelle que dans ce domaine, le juge de situation n'est lié à personne et à rien. C'est pour ça que je dis, lorsqu'il dit que je n'ai pas signé, je n'ai pas de choix que de croire. Et maintenant, oui, je n'ai pas de choix. Mon frère, tout le monde t'écoute. Plus le point du doigt. Je n'ai pas de choix. Mais maintenant, je fais la démonstration. S'il n'a donc pas signé, ça veut dire qu'on a utilisé absolument sa signature, y compris le sceau d'État. Qu'est-ce qu'il fait? Il doit poursuivre ces gens. Au moins, avant de poursuivre ceux qui auraient fait ça. Il poursuit qui? J'ai dit ceux qui auraient pu bénéficier de cette sortie. Parce qu'en fait, c'est eux les bénéficiaires. Est-ce que c'est eux qui ont signé? J'ai dit ceci. Lorsque vous... Maître Tchungang dit qu'il allait exécuter la levée du mandat de dépôt. Tout à fait. Ça veut dire qu'on devait sortir qui? Son client. On doit se poursuivre son client. Est-ce que c'est le client qui a signé? On parle du droit là maintenant. Son client devrait être bénéficiaire de cette lettre qui semble fausse. Il faut qu'on le poursuive. Je n'ai pas dit le condamner pour ça, dit le poursuivre. Est-ce que c'est le client qui a signé? Non. Ouais. Écoute très bien. Je dis que ce monsieur doit être poursuivi. C'est-à-dire que Belinga aggravé. En ce moment, ils vont nous donner la preuve qu'eux n'ont rien à voir. Ils n'ont rien à voir dedans, comme le RDPC. Oui. Mais en attendant, le commissaire du gouvernement n'a rien à nous prouver. Rien du tout. Ah bon. Et c'est pour ça qu'il est méfiant en vous disant que et vous tirez mon copie la lettre du juge d'instruction lui-même. Ça, c'est un rappel juste. Attendez un peu, moi je ne vous comprends pas. Vraiment, il faut qu'on se comprenne bien. Moi je suis un détenu. Oui. Alors, on a signé une ordonnance de mise en liberté. Oui. Mon avocat est allé décharger. On a appelé. On a appelé mon avocat qui est parti décharger. Oui. Entre-temps, vous dites là-bas
que c'est une affaire qui n'est pas authentique. Et vous demandez qu'on poursuive moi qui suis détenu. Moi, je ne comprends pas. Comme vous ne comprenez pas, je vous explique donc. Je dis ceci. Si vous volez le matériel d'Info TV, oui, et vous l'amenez chez moi, pour que moi je l'utilise, et s'il est prouvé que ce n'est pas vous qui avez volé, et comme moi j'étais d'accord pour l'utiliser, on m'en poursuit pourquoi? Pour complicité de voler, c'est ce que je prouve que dans cette histoire-là, je n'y suis pour rien dit poursuivi. Je n'ai pas dit condamné. Je suis d'accord avec toi. Il faut qu'on se comprenne. Je suis même d'accord. Parce que c'est là l'enquête. Il faudra bien que Maître Tchouman, qui dit avoir déchargé au greffe. Ce n'est pas seulement Maître Tchouman. Enfin, les avocats de Maxime. Qui disent le greffe n'est pas une structure qui est au ciel. Qu'ils disent là, ils ont déchargé. Mais lorsqu'on prend un document au greffe, non seulement on décharge, mais il y a quand même un registre de décharge qu'on doit retrouver d'ailleurs. Donc ce n'est pas seulement ce document, il y a le registre de décharge. Alors, si on se comprend très bien, vous voulez faire comprendre, excusez la tautologie, qu'il serait très facile que nous laissions cette affaire comme ça, comme si rien ne s'était jamais passé. Bien au contraire, je dis qu'il faut poursuivre, parce que le danger là maintenant, si on ne le fait pas, on tombe dans la corruption malheureusement. Moi j'esquivais ça. Si on ne le fait pas, je viens dans la supputation pour dire, c'est une histoire où quelqu'un a signé sur le coup de la corruption, mais il a donné un timing que les autres n'ont pas pu respecter. Ça veut dire, je prends un exemple, je vous fais un exemple à 14h. Dommage. Vous avez voulu que je suppute, non? Attendez un peu. Il y a Chief Mila Souté qui insiste depuis une quinzaine de minutes. Il est parce que je vais arriver au deuxième commande tout à l'heure. Je pense que on m'a à nouveau connecté avec Mila Souté. S'il est encore connecté, Mila Souté malheureusement n'est plus connecté. Vous poursuivez. Je vous disais que si le juge Sikati ne fait rien, si le garant du sceau de l'État ne fait rien. Non, le juge Sikati est sous le tonnerre du ministre de la Défense. Chacun a son rôle, le sceau de l'État est porté par Laurent Esso, c'est le garde des sceaux. Lorsqu'on utilise besoin du sceau de l'État, c'est lui qui doit poursuivre les gens cette fois-ci. Merci beaucoup. Mila Souté est à nouveau connecté. Toutes mes excuses, Nyek. Mila Souté, rebonjour. Rebonjour, parfait. Rebonjour, parfait ici. Bonjour. Pour votre deuxième et dernière intervention, nous voulons absolument avoir votre regard sur l'enquête ayant trait à l'affaire Martinez-Zogo. À votre avis, vous êtes serein ou alors de plus en plus inquiet compte tenu de ces derniers rebondissements? J'ai écouté vos panélistes à travers Facebook et je me suis amusé à dire que ceux qui ont créé ce buzz ont véritablement réussi à détourner l'attention des Camerounais sur ce qui se joue. Et vous avez passé une trentaine de minutes sur le plateau à parler des papiers qui ont été signés par Sikati et qui ne l'ont pas été. Ça me désole beaucoup qu'on s'éloigne de l'affaire qui est en cause. Ce qui n'est pas contesté ici, c'est que Martinez-Zogo a été assassiné. Et que j'ai l'impression que jusqu'à présent, son DQJ doit traîner dans une morgue. C'est ça qui n'est pas contesté. Ce qui n'est pas contesté, c'est que l'enquête a orienté ses recherches vers des prévenus qui sont en détention et qui démontrent l'implication des services secrets d'État. Ça aussi, ce n'est pas contesté. Lorsqu'on parle aujourd'hui de l'affaire s'oriente vers un deuxième commando, ça présuppose que le premier commando est établi et que maintenant, il y a probablement un deuxième commando qui est mis en cause. Ce serait même bien qu'il y ait un troisième commando si tout ça participe à établir la vérité. Si des chaînes de commandos ont participé à l'assassinat de Martinez-Zogo, cette chaîne de différents commandos doit se retrouver là où la première chaîne de commandos se trouve. Et c'est pour ça que je ne suis pas tout à fait d'accord avec mon frère Elim Bilobé sur un certain nombre de points sur cette question-là. Le tribunal militaire est un tribunal d'exception. C'est un tribunal qui est sous l'autorité directe du président de la République. Et donc,
D'ailleurs, la loi prévoit que le président de la République peut décider de l'arrêt des poursuites devant le tribunal militaire s'il le juge nécessaire. C'est pour ça que moi, la semaine dernière, j'ai fait un direct pour interpeller le chef de l'État afin de lui demander de s'éloigner de cette affaire d'assassinat d'un journaliste, un symbole de la liberté, et de torture sur ce journaliste dont les images ont montré qu'il avait été non seulement mutilé, mais même que la langue dont il se servait pour parler avait été amputée. Je ne voudrais donc pas m'éloigner, moi, de ce crime-là et de ceux qui sont soupçonnés d'avoir commis ce crime pour parler d'un magistrat qui aurait signé un papier et qui n'aurait pas signé et qui risque de devenir le principal centre d'intérêt du crime. Ce n'est pas le magistrat qui a signé la liberté qui a tué. Ce que les Camerounais recherchent, ce qui m'intéresse moi en tant que citoyen, c'est qui a tué Martinez Zogo. Cette personne, et c'est là que je vais peut-être chuter pour ne pas vous prendre trop de temps, ces personnes ne doivent pas être jugées dans le cabinet d'un juge d'instruction ou dans le cabinet d'un procureur de la République ou dans le cabinet d'un régisseur de prison. La constitution du Cameroun qui institue la justice de notre pays dit que les procès sont publics. On n'a pas jugé ceux qui ont attenté à la vie de Paul Biya en 1984 dans les bureaux. Les auteurs des coups d'État, soupçonnés d'avoir commis les coups d'État, arrêtés et transférés devant le tribunal militaire, ont été traduits devant ce même tribunal, devant un procès public. Ce que votre panel doit demander avant de dire droit, c'est de traduire devant le tribunal en procès public les personnes soupçonnées d'être derrière l'assassinat de Martinez Zogo. Qu'ils saillent se défendre devant vous et moi, devant le peuple camerounais, devant la justice, dans un procès équitable, dans une salle d'audience ouverte au public, que chacun écoute leur défense. Et si maintenant, il y a eu des tentatives de libération dans un bureau, des fakes et des pas fakes, et nous savons très bien qu'il y a des usines de fabrication à l'université de Yaoundé, des usines de fabrication des signatures de documents de toutes sortes. Je ne dis pas que c'est le cas. Je ne dis pas que c'est le cas. Mais c'est une excroissance du problème principal qui ne peut pas occulter le problème lui-même. Très bien. Et sur cette question, le président de la République est suffisamment outillé pour sanctionner des juges militaires qui se seraient laissés corrompre ou tenter de laisser corrompre ou fabriquer des faux. Mais le principe de la justice qui doit être dite pour Martinez Zogo, dans un procès équitable, un procès public, devant l'opinion publique nationale et internationale, ne peut pas être écarté pour être traité dans la chambre d'un magistrat. Comme on semble créditer que si l'ordonnance était donc fondée, ceux qui sont soupçonnés seraient libres. C'est ce que ça veut dire. Lorsqu'on cherche à savoir si cette ordonnance est vraie ou pas vraie, on accrédite la thèse que si cette ordonnance était vraie, les gens qui sont soupçonnés d'avoir tué Martinez Zogo auraient droit à la liberté. Oui, ils peuvent avoir droit à la liberté, mais après un procès équitable et public. Chef Mila Souté. Voilà ce que je voulais dire, parfait. Chef Mila Souté. Oui. Info TV vous dit merci. Je vous remercie aussi et merci à vos téléspectateurs. Merci au professeur Mila Souté qui intervenait à partir des États-Unis. On repasse la parole à Sylvestre Niek pour justement la chute. Je vous faisais une démonstration par l'absurde en réalité. C'est-à-dire que si je crois que le justificatif n'a pas signé parce qu'il l'a dit, alors il doit poursuivre ceux qui auraient signé. S'il ne les poursuit pas, la conclusion s'impose d'elle-même. C'est que quoi? S'il ne poursuit pas les gens qui auraient signé à sa place, ça veut dire qu'il a signé. Oui. Aussi simple que ça. Mais il n'a pas poursuivi. Il a pris des prix qui poursuivent. Mais je reconnais également que pour les poursuivre, il n'a pas envie de me dire. Il peut avoir commencé. Le problème pour nous, c'est qu'on est. Il ne peut pas aussi les poursuivre en catimini. Non, on aura certainement l'information en amende. Mais la deuxième chose, moi, c'est la blague du deuxième commando.
On fait comme si... Comme Vous trouvez que c'est une blague? C'est une véritable blague. Et pourquoi vous appuyez Parce sur que quoi? les gens ne peuvent pas vous dire qu'ils ont filé quelqu'un, ils l'ont capturé, ils l'ont torturé. Lorsque vous torturez quelqu'un, à couper sa langue, à mettre dans son derrière, c'est pour qu'il fasse quoi? Bon, vous n'avez pas vu tout ce que vous êtes en train de dire. C'est ce qui est public, c'est eux-mêmes qui ont dit, c'est pas moi. Vous ne pouvez pas me couper la langue, me torturer, me verser l'acide et attendre que je vive. Danwe a dit qu'il a coupé la langue de Martinez. Est-ce que Danwe a dit ça un jour? La deuxième chose, c'est que... Danwe n'a jamais dit qu'il a coupé la langue de qui que ce soit. Ce n'est pas On dit qu'on a trouvé sa langue. Nous devons faire une différence entre tout ce qui se dit par exemple sur les réseaux sociaux et maintenant la réalité. Maintenant, j'entre dans l'analyse de ce que M. Sikati n'a pas signé. Oui. C'est parce que Danwe a dit que ces gens n'étaient pas dedans, apparemment à la fin, qu'ils méritent d'être libérés. S'il y a un deuxième commande, ça veut dire qu'il y a un premier, non? Est-ce que le deuxième vient dédouaner le premier? Non. Et c'est là le piège. C'est pour ça qu'on parle d'une distraction. Lorsque le premier commande, c'est sur la base d'enquête du premier commando, vous avez la preuve qu'il y a un second. Vous maintenez le premier en garde. Vous le maintenez pour le confondre avec le deuxième commando. Mais vous venez de dire que le fait qu'on énonce un deuxième commando fasse qu'on libère le premier. C'est là la mafia. Mais on n'a pas dit... Amougou Belinga... Et non, dans l'esprit de l'instruction, Amougou Belinga et Soloran, etc. Pardon, Echo. Oh, monsieur le ministre d'État, excusez-moi. Non, c'est je voulais parler de Echo. Bon, alors, drôle de lapsus. Ces deux-là, ils ne font pas partie du commando. Hein. Le commando, c'est Danwe. Et d'autres soldats, d'autres personnes, ils ne font pas partie du commando. Ils sont des commandos parce que dans commanditaire, il y a commando. Il ne faut pas se tromper là-dessus. Pour l'instant, on ne connaît pas encore les commanditaires. C'est ça le problème. Pour l'instant, on ne connaît pas encore les commanditaires. Non. Vous les connaissez? Vous ne pouvez pas aller jusque-là. On dit seulement qu'il y en a d'autres. On ne dit pas qu'on ne les connaît pas, mais on dit qu'il y en a d'autres. Et moi, je dis, pendant qu'on cherche les autres, là, le deuxième, le troisième commando, on maintient le premier en l'état de détention. Non, mais commando, ce n'est pas commanditaire. Si on ne le fait pas, il y a un problème. Maintenant, à la fin, je voulais vous dire quelque chose. L'implication de tout ce qui est fait là, c'est le lien, la relation désormais entre la justice et le peuple camerounais. Si on peut tout faire le matin, essayer de dire le soir, comment allons-nous faire pour convaincre le peuple que finalement c'est nous qui faisons? Comment allons-nous faire pour que cet impérium, que la justice, qui régène la relation entre les êtres humains, pour que ce soit pas un état de nature et encore crédible, comment on va faire? Et c'est pour ça que je finis en vous disant que je souhaite comprendre. Contrairement à ce que dit l'aîné Mila Souté, on ne se perd pas. C'est ça. C'est vrai que lorsque vous avez d'un côté un Maccabée, de l'autre un homme d'affaires apparemment prospère et un homme d'État, nous perdons un peu de lucidité. C'est-à-dire nous avons envie de... Qui est l'homme d'État? Danwe est un homme d'État. Il est l'homme d'État. Oui, bien sûr. Vous ne pouvez pas avoir la charge. Danwe, un agent d'État. C'est un agent d'État, de l'État. Vous ne pouvez pas avoir la charge à ce niveau-là. Je rappelle que si le Cameroun doit régler un problème comme tuer Moumi lorsqu'on l'a fait en Suisse, si le Cameroun le fait, vous savez qui le fait, non? Qui devrait le faire? Donc ce n'est pas un homme simple. Lorsque vous avez ce genre de personne dans une affaire, on ne peut pas être distrait. C'est pour ça qu'on fait attention au moindre détail. Et imaginez un seul instant que si entre 14h et 17h, on avait effectivement libéré Amougou Belinga et Eko. Les répercussions. Mais si c'est la voie de la justice, où est le problème? Je rappelle que le juge militaire est un juge. Monsieur Nyek Nyek, vous dites que si entre 14 et 17h, on avait libéré monsieur Amougou et monsieur Eko, si c'est la voie de la justice, on aurait démenti. Vous comprenez pas ce que je dis? Vous ne répondez pas à ma question. Oui. Si c'est la voie de la justice qui les libère, où est le problème? On se comprend. Je dis ceci. Moi, je suis le risque de la prison principale de Kondengue. J'ai eu les documents pour libérer un sujet, je le libère. Et à 20h, on demande qu'en fait, vous allez sur la base d'un faux. Qu'est-ce qu'on fait? Mais qu'est-ce qu'on fait quoi? Le régisseur a fait son travail. N'est-ce pas? Oui. Et maintenant, on lui a présenté un document, n'est-ce pas? On lui présente les documents tous les jours. Il cherche à savoir si c'est les vrais ou c'est les faux. Je vous dis pourquoi. C'est pourquoi. Parce que le juge militaire dépend du MINDEF qui n'est qu'un ministre délégué. Oui. C'est ça la difficulté. Oui. Le vrai ministre de la Défense du Cameroun, il s'appelle Paul Biya. Oui. C'est le justice s'appelle Paul Biya. Vous ne pouvez donc pas vous donner des libertés d'agir. On va passer la parole à Pierre. Les remises
en liberté qui se font tous les jours dans tous les tribunaux ici. On n'est pas dans la même chose. On passe la parole à Pierre Blériot-Niemek. Pierre Blériot, j'ai posé une préoccupation à Niemek. Il a beaucoup parlé, mais il a évité de parler, de répondre clairement à ma question. Et je vous repose la même question. Et si l'affaire Martinez-Zogo était devenue une guerre de réseau? Alors, parfois ici, le professeur Mila Assoute a dit que le juge était périphérique. Non, c'est lui qui a fait une analyse périphérique. Le juge Sikati est central dans l'évolution de ce processus. Mais pour répondre à votre question, qui a commandé l'enquête sur l'assassinat de Martinez? Le président de la République, son Excellence Paul Pourquoi Biya. les gens oublient ça pendant que nous analysons depuis le début? Est-ce qu'un juge, est-ce qu'un procureur s'est saisi d'office de cette affaire? Pas du tout. Qui a demandé, nous sommes à Info TV ici, Oui. le PDG Dieudonné Vin instruit une enquête. Nous attendons rendre compte à qui à la fin de toute chose? Au PDG d'abord. Ou à la fin de chaque processus, nous rendons compte à qui? À chaque étape. À chaque étape. Au PDG, n'est-ce pas? Bien entendu. C'est à partir de là que le juge Sikati est important. Est-ce qu'il a rendu compte à celui qui a commandé l'enquête? Ce n'est pas le... Entre ça également, Blériot, est-ce que ça ne mettrait pas également en cause le fait que de manière régulière, les gens disent que la justice n'est pas indépendante? Non, non, pas ça. Ici, il faut clarifier les choses. Là, on vous a dit ici, peut-être pour les téléspectateurs, la justice militaire est sous la supervision du chef de l'État. Que faites-vous de la séparation du Non, non, pouvoir? non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Hein? On dit que la justice, tout comme le tribunal criminel spécial, est-ce que vous avez déjà entendu là-bas de ce côté que quelqu'un a pris une décision sans s'en référer au chef de l'État? Non. Parlons des pratiques, ne rêvons pas. Donc le Cela juge signifie donc que c'est le président de la République qui commande la justice au Cameroun. qui commande cette justice qui est en train de se passer sur Martinez-Zogo. Et c'est pour cela que faut ouvrir document, c'est la décision du président de la République qui s'est appliquée. Qu'on se comprenne. Tu es sûr que c'est lui qui a dit de ne pas libérer à moment? De toutes les façons, écoutons-nous bien. Tu es sûr? Elimbe Lobe, tu refuses de me comprendre. Je dis faut ouvrir document. La volonté qui s'applique, c'est celle de Paul Biya. À moins de nous dire qu'il y a une volonté au-dessus de celle de Paul Biya. Tu es même sûr qu'il est au courant. Non, non, arrêtons ça. Ne faisons pas dans ça. Donc, à partir de là, parfait, ici, nous sommes dans une situation créée par quelqu'un. Nous, Camerounais, nous continuerons de demander à Paul Biya la réponse sur l'assassinat de Martinez-Zogo. Je voudrais préciser, heureusement que Libé Lobe l'a fait brillamment avant moi, que ce n'est que le RDPC qui est concerné par la... Décidément. Non, je veux qu'on se comprenne. Je n'ai pas dit que c'est le... Je dis que ce n'est que le RDPC qui est concerné. Parce que le président Ahidjo voulait mettre en prison un évêque camerounais. Le pape lui a dit, je n'ai pas de problème, mets ce citoyen en prison et donne-moi mon évêque. Mets le citoyen en prison, parce que c'est tout à fait ton droit, mais remets-moi l'évêque. Or, c'était réuni en la même personne. En remettant l'évêque au pape, il n'y avait plus de citoyens à mettre en prison. Si le RDPC dit par exemple, j'imagine une bouffonnerie du genre, libérez les RDPCistes, mettez les citoyens en prison. En libérant tous les RDPCistes, il n'y aura plus d'inculpés. Parce que tous ceux qui sont dans l'affaire sont des RDPCistes. Donc, on a déjà clarifié la question. Maintenant, quel est le rôle? Que le RDPC prône les assassinats? On ne peut pas dire le contraire. Parce qu'il y a d'autres assassinats qui ont impliqué fortement les membres du RDPC. Prenons simplement le dernier assassinat d'un évêque au Cameroun. C'était toujours les membres du RDPC? Mais tous ceux qui ont été mis en cause dans tous les discours étaient les membres du RDPC. Et je vais vous dire, pour que les gens soient même très éclairés là-dessus. Si c'était quelqu'un du MRC qui avait participé à l'assassinat de Martinez-Zogo, on aurait déjà découvert ça depuis. Oui. Donc ça bloque. Ça bloque parce que c'est RDPC contre RDPC. Si c'était Nyernyek de l'UPC, on aurait contre Elimbi de Kaoutal, on aurait découvert ça. Les blocages que nous observons sont du fait de l'appareil lui-même. Vous savez qu'il est légion au Cameroun que lorsqu'un bandit a tué un policier, on a 24 heures, 48 heures pour le retrouver. Oui. Alors, quand
quand on ne le retrouve pas, ça veut dire que c'est des policiers qui ont tué le policier. Donc quand on ne retrouve pas qui a tué un RDP6 aussi important que Martinez Ogo, vous voulez qu'on pense que c'est l'UPC qui l'a tué? Non, vous avez ici une question centrale. Vous allez permettre que le juge Sikati devient désormais une pièce maîtresse de la procédure. Parce que quand qu'ils disent, je n'ai pas signé tel document, ou qu'on lui fasse dire, il doit nous dire qui a signé les documents qui ont été en circulation et qui aurait pu faire que l'enquête prenne une autre tournure. Professeur Mathias Eric Owonangemi, qui attend impatiemment pour l'instant concernant donc cette affaire hautement délicate, une affaire qui est suivie par le président de la République, son Excellence Paul Biya, dans la mesure où c'est lui-même qui a prescrit cette enquête. Avez-vous l'impression qu'on va continuer entre guillemets à divertir l'opinion, ou alors dans le cadre de cette affaire on aura effectivement un jour les véritables coupables? Tout ce qu'on peut espérer, c'est que la justice, par le canal de la justice militaire, fasse définitivement la vérité sur cette affaire. Je vous ai déjà dit, et je vous redis, que nous sommes au cœur d'une manipulation. Nous sommes au cœur d'une manipulation où des forces d'influence disposant de moyens financiers, de moyens économiques, ayant des relations politiques, essayent de faire du forçage dans une procédure qui est délicate pour plusieurs raisons. On peut évoquer tous les arguments juridiques qu'on veut. Ici, on a affaire à une juridiction exorbitante de droit commun. Certains auraient pu dire d'exception, d'autres auraient pu dire spécial. Moi, je dis juridiction exorbitante de droit commun. Ça veut dire que nous avons une justice pénale commune et nous avons une justice pénale spéciale. Et en la matière, il y a dans le Code de justice militaire des dispositions spécifiques qui reconnaissent qu'il y a dans ce code-là des dispositions qui ne sont pas régies dans le cadre de ce que ce même Code de justice militaire reconnaît, la conformité à la procédure pénale de droit commun. Par ailleurs, quand vous regardez l'affaire, c'est une affaire qui a débouché sur une mort d'homme. Et une mort qui n'est manifestement pas une mort naturelle. C'est donc un assassinat. C'est un crime. À supposer, même comme le font certains, qu'on lui applique le code de procédure pénale. Est-on sûr, après avoir lu l'article 224 de ce code, qu'on pouvait utiliser ce mécanisme-là dans cette affaire, pour la simple raison que l'article 222 prévoit de telles procédures? Je n'en suis pas sûr. C'est donc là qu'intervient la manipulation. On utilise le pouvoir qu'on a, on suscite des expertises, on fait intrusion dans le domaine de la justice, mais ça va nécessairement bloquer en raison des raisons organiques que je vous avais dit dès le premier jour. La justice militaire relève d'un ordre juridictionnel exorbitant de droit commun. Et c'est ce qu'on redit ici d'une autre manière, en disant que quand on fait tout ce travail et qu'on remet donc au ministre chargé de la justice militaire, qui est donc ce ministre? Le ministre délégué à la présidence en charge de la défense. Mais s'il y a un ministre délégué, il y a bien un ministre. Il y a donc un ministre en titre ou un ministre principal. Qui est le ministre? C'est le chef de l'État. C'est le président de la République. Et c'est donc là où il y a la manipulation. Alors, vous voulez démontrer quoi? Attendez, attendez. Mais non, il démontre quelque chose. Hein. Attendez. N'est-ce pas qu'on a pris l'ordonnance? Oui. Vous dites que l'ordonnance est authentique, n'est-ce pas? Oui. Bon, maintenant l'ordonnance est authentique. Le juge se serait donc prononcé en conformité avec la loi, le code de procédure pénale, n'est-ce pas? Oui. Voilà. Il s'est donc prononcé en conformité.
puis, quand il prend donc son ordonnance, après, il y a une lettre qui dit que lui ne connaît pas l'ordonnance. Bon. Soit il a signé l'ordonnance et quelqu'un a signé la lettre, n'est-ce pas? Soit il a signé l'ordonnance. Non, il n'a pas signé Il a signé l'ordonnance et il a signé la lettre. Attendez, il a signé l'ordonnance et il a signé la lettre, Oui, n'est-ce pas? Oui, ça aussi, ça vous Voilà. Mais ce n'est pas toutes les options, il en reste encore. Voilà. Dans tous les cas, êtes-vous sûr donc que la chaîne de transmission ait été respectée? Vous êtes sûr? Mais on est sûr de rien dans cette affaire. Si le juge, Professeur Owana, vous êtes même encore sûr de attendez, quoi dans c'est cette ça, affaire? c'est ce que les Libylobe veulent construire. Non, c'est ce que les Libylobe veulent construire, la confusion. Moi, j'ai une autre préoccupation. Non, il faut confiner. Non. Professeur, si en ce moment on nous parle, peut-être lundi ou mardi, le juge d'instruction Sikati prend même encore une décision. Oui, pour qui dire va que- croire? Oui. Non, mais en ce cas-là, et ce que M. Nyek dit depuis est tout à fait fondé. Si c'est donc lui qui a signé l'ordonnance, mettons à part les réserves que j'ai pu faire, si est-ce qu'on devait même faire ça? Si c'est lui qui a signé, et qu'on dit qu'il n'a pas signé, alors qu'il n'est pas venu dire qu'il n'a pas signé, n'est-ce pas? Oui. La moindre des choses, c'est effectivement que pour qu'il y ait la manifestation de la vérité, qu'on sache donc qui est venu dire qu'il n'a pas signé alors qu'il avait signé. Et en ce cas, à qui bénéficie la décision? La décision bénéficie à quelqu'un pour la manifestation de la vérité. Il faut d'abord se tourner vers celui-là. Absolument. Très bien. Quitte à ce qu'il démontre donc qu'il n'a rien à voir là-dedans. Tout ça est fait pour bloquer le processus. C'est pour ça que je vous dis que c'est une manipulation. Avec donc maintenant des résultats politiques qui arrangent les gens comme Elimbi puisque ça crée la confusion. Il ne faut pas confondre la multipositionnalité avec la réalité. Ça veut dire quoi? Quelqu'un est RDPC. Il est membre de Canon sportif de Yaoundé ou de Dynamo de Douala. Il est, je ne sais pas quoi d'autre. Ça ne veut pas dire que quand il va aller faire un crime, il va faire le crime parce qu'il était supporter de Canon ou de Dynamo. Mais il va le faire parce qu'il compte sur le pouvoir. Vous ne savez même pas ce que c'est la confusion. Non, vous ne savez pas ce que je veux dire. Il y a une confusion. Motivation idéologique. Vous avez dit c'est le pouvoir politique. Oui. Et le pouvoir politique est lequel? Non. Le pouvoir politique même. C'est lequel? Attendons, le pouvoir politique même. Vous ne pouvez pas dire que le pouvoir... C'est lequel? Attendez, monsieur Limel, laissez-moi répondre. Oui. Vous ne pouvez pas dire que le pouvoir politique au Cameroun se réduit au RDPC. Non, je n'ai pas Le pouvoir politique au Cameroun, ce sont d'abord des institutions étatiques. Président de la République, ce n'est pas président national du RDPC. Il se trouve que c'est la Premier même ministre personne. n'est pas secrétaire général du RDPC. Et lorsque vous aurez cité cette Attendez, c'est donc ça la confusion. Ce n'est pas une confusion. Parce que c'est ça qui me surprend. C'est le pouvoir du Cameroun qui a voulu réduire l'État au RDPC. Et c'est visible. Et non. Et c'est visible. Il y a aucune réduction. Est-ce qu'on peut être Premier ministre au Cameroun sans être du RDPC? On a un exemple. Je suis étonné Depuis que Biya est là. J'avais pensé à l'écoutant. une minute. Oui. Elimbi, vous avez même déjà trop parlé. Vous avez même parlé ici. On va lire les messages. Lisons d'abord les messages. je veux Bonjour le rappeler- panel et très bonne santé à tous. Il ne s'agit que d'une intention de distraire le peuple sur les vrais problèmes. Si les suspects sont encore dedans, ça ne vous dit rien. C'est le président de la République qui aura le dernier mot dans cette affaire. C'est Essono Michel qui envoie le message. Bonsoir ou bien bonjour le panel. Cette affaire a été biaisée dès le départ. C'est ça qui complique tout. Autre préoccupation ce dimanche. Alors, qu'est-ce qu'on dit là?
Monsieur Nyek raconte n'importe quoi quand il fait croire que le commissaire du gouvernement n'a rien à dire au sujet de la levée d'écrou en exécution d'une ordonnance de mise en liberté rendue par le juge d'instruction. Au contraire, la signature du parquet, en l'occurrence ici, celle du commissaire du gouvernement, est incontournable pour l'exécution de cette mesure. Rappelez-vous, dans l'affaire Atangana Mabara, après son acquittement par le président Chelik, c'est le ministère public, en refusant de signer la levée d'écrou, qui s'est opposé à ce qu'il ne soit pas remis en liberté, pendant qu'il fallait tout faire pour avoir le temps de réunir entre-temps les éléments d'une autre procédure justifiant son maintien en détention. J'aimerais tout de même rappeler qu'il faut aussi de temps en temps consulter les vrais juristes praticiens avant de faire des déclarations hasardeuses de ce genre à la télé. Le président de la République n'a pas à sa solde de la justice, il est le garant de l'indépendance de la justice, garant de l'indépendance de la magistrature. C'est ta chute là qui gâte tout ce que tu as dit. C'est sa chute. Lisons encore le message. Sa chute est bon. Il ne sait pas de quoi il parle. Il sait. C'est un des précis qui sait de quoi il parle. Autre message ce jour, c'est Benjamin de Garoua qui envoie le message. C'était juste une salutation. Merci à Monsieur Elimbi, particulièrement pertinent aujourd'hui, loin des émotions, mais proche comme souvent de la vérité. Il dit toujours tout haut ce que les autres pensent tout bas. Merci également pour la démonstration qu'il a eu à faire au sujet de Nietzsche pour son pseudo-soutien à Kamto. Bon dimanche. Professeur Owena veut absolument réagir. Vous savez que Monsieur Elimbi et Monsieur Nietzsche n'ont jamais été de grands amis. Alors, je vous amène au Congo. Je vous amène au Congo sur le 243. Bonjour le Big Parfait et à ton panel, belle émission comme d'habitude. Habituellement les hommes réfléchissent par analogie. Monsieur Limbi Lobe qui pense que si on propose une grande somme d'argent au juge, celui-ci l'accepterait. Cela me fait me demander ce qu'il aurait fait s'il était à la place du juge. Les greffiers là doivent simplement nous dire où ils ont pris le document et qu'ils ont fait décharger à Maître Tchungang. Professeur Wonangini, je ne sais pas comment faire pour rentrer en contact avec vous. Je vous admire et je souhaite de tout cœur apprendre de vous. Pardon, le père, ne négligez pas mon message. C'est Patrick, étudiant en médecine du côté de la RDC. Il va étudier la science politique. Autre message ce dimanche. Bonjour à tout le panel. Monsieur Parfait ici, laissez le professeur Oona aller au bout de sa pensée. Vous le coupez à tout bout de champ. Merci beaucoup. Autre message ce jour, les hommes de dernière préoccupation. Hein. Alors, on part au 240, je pense c'est la Guinée équatoriale. Qu'est-ce qu'on dit de ce côté en Guinée équatoriale? Bonjour, le sac de modérateur. Monsieur Niemek ne fait pas la politique et c'est ce genre d'homme que tu devrais tout le temps inviter sur le plateau pour édifier les Camerounais et faire jaillir la vérité, bien que ça ne changera rien. Mais au moins, ils sauront que nous sommes au courant de leur manigance pour détruire le pays. Merci beaucoup pour vos interventions. C'est Jaurès qui envoie donc cette préoccupation. Bonjour à tous, chers panélistes. Le problème qu'on a en politique est que beaucoup ne lisent pas ou ne travaillent pas avec des historiens. Dans les histoires bibliques de Jacob et Salomon prennent le pouvoir car leur papa étant vieux n'avait plus la main mise sur les affaires du pays et les successions ont été pilotées par leurs femmes. Au Gabon et au Zimbabwe, on a eu des coups d'État car Mugabe étant vieux, Ali malade, donc fatigué. Les femmes de ceux-ci avaient pris le contrôle du pays et les militaires du régime ont dû agir. Actuellement, bon, c'est un message qui est... Pourquoi le message est trop long. On va prendre un autre message. Alors, un autre message. Bonjour, journaliste, le message est trop long. Bonjour, monsieur Elébi. Pas du courage de monsieur Moi, je sais que le fils de toi sait lire. Et maintenant, les messages, là, on ne le dépasse pas. Bonjour, que monsieur Elimbi soit cohérent. Il ne peut pas douter de toutes les correspondances venant des réseaux en brandissant de manière pédante une autre lettre de même réseau sociaux dont il ne dit plus douter. Quelle incohérence. Okay. Laissez-moi finir. Bon, le professeur, on a fini donc. Oui. Il y aura également la dernière prise de parole. Je disais donc que, au final, vous avez bien vu que les inculpés ne sont pas sortis. Et ça, ce n'est pas le produit de l'arbitraire. Vous savez que dans une telle situation,
il y a des recoupements qui sont faits pour savoir si tout a été respecté dans le processus. Certains avaient estimé qu'ils allaient sortir, mais finalement, ils ne sont pas sortis. Peut-être ça sera une autre fois. Mais ça veut dire que dans le processus, il y a eu quelque chose qui n'a pas fonctionné. Mais, pour terminer, je dirais que ce que je vois, c'est évidemment une manipulation permanente autour de cette affaire. Dans une logique d'action psychologique que j'ai déjà eu à décrire, le but est simple, il s'agit de montrer que le président Paul Biya ne contrôle plus rien. Alors qu'il contrôlerait Attendez, ne vous énervez pas. Non, je ne vais même pas m'énerver. Alors que le président Paul Biya contrôlerait tout. Je ne sais pas s'il contrôlerait tout, mais il contrôle institutionnellement. Oui. Voilà. Donc, vous ne me ferez pas croire ça. Pour montrer que le président Paul Biya ne contrôle rien, dans un climat, vous voyez des organes médiatiques, à la fois internes et externes, activer cela, comme pour passer un message. C'est le temps d'agir. Comme il ne contrôle plus rien, il faut donc agir. Mais agir dans quoi? Voilà. Mais il fallait nous dire. Agir dans quoi? Allez demander à ceux qui font le travail. Abel et Limbi Lobé, en 1 minute, Oui. qu'est-ce qu'on retient de vous au sortir de ce programme? Que le président de la République nous a donné une constitution. Oui. Elle dit du pouvoir judiciaire dans l'article 37. Et je pense que le président veut qu'on respecte la constitution qu'il nous a donnée. C'est lui qui nous a donné la constitution. Oui, c'est lui. Non, comment C'est ça? lui qui a proposé. Non, on ne veut plus de débat inutile. Oui, que dit la Constitution? Article Non, on veut le 37, débat. alinéa 1er. Oui. La justice est rendue sur le territoire de la République au nom du peuple camerounais. Alinéa 2. Le pouvoir judiciaire est exercé par la Cour suprême, les cours d'appel, les tribunaux, je suppose, y compris militaires. Il est indépendant du pouvoir judiciaire. Cela suppose, du pouvoir exécutif. Cela suppose que même les tribunaux militaires sont indépendants du pouvoir exécutif. C'est la Constitution qui le dit. Et du pouvoir législatif. Les magistrats du siège, ces magistrats du siège, civils ou militaires, ne relèvent dans leur fonction juridictionnelle que de la loi et de leur conscience. Dernier alinéa, et je crois que le président de la République a toujours voulu qu'il en soit ainsi. Le président de la République est garant de l'indépendance du pouvoir judiciaire. Si vous venez sur ce plateau, ce que ça veut dire en oui, sauf si tu es en train de nous dire en filigrane que la Constitution est fausse dans sa lettre et dans son esprit, que nous ne devons pas y croire, et que nous ne devons pas y croire, que le président a écrit ça, c'est bien, Merci mais il beaucoup. pratique autre chose. Je dis, le magistrat Sikati agit conformément à la loi et à sa conscience. C'est ça que je défends. Je ne défends pas un tribunal militaire où on doit demander d'abord au président de la République s'il faut libérer. Alors qu'on dit que le magistrat est indépendant. C'est compris. Le message est passé. C'est ce qu'il fallait dire globalement ce matin. voulais dire... Nous avons déjà dépassé M. Quelqu'un Yénier. vient de dire quelque chose qui n'est pas vrai. Qui n'est pas vrai. À quel niveau? Au tribunal militaire, le commissaire doit représenter le ministère public. Il ne se pose pas au juge, il se pourvoit. Je viens de te lire la Constitution, monsieur le maire. On ne parle pas du tribunal militaire. C'est pas la même chose. Voilà la Constitution. Je me suis trompé. J'ai dit, lorsque le conseil du gouvernement, qui est le ministère public ou le tribunal militaire, n'est pas d'accord avec une décision, il fait appel. Mais dans le cas précis, son appel ne suspend pas l'exécution de la lettre du juge d'instruction. Pourtant, on a suspendu. Ce n'est pas sa lettre, c'est parce que le juge n'est pas de lui. Et le recteur explique que il est dysfonctionnement que nous observons Vous allez me permettre montre que ça marche très bien. Alors que moi, je souhaite montrer que ça ne marche pas bien. Tu montres que ça marche bien. De toutes les façons, nous allons continuer à suivre avec grande attention ce procès du côté du tribunal militaire. Nous avons la ferme conviction que nous aurons un jour la vérité, rien que la vérité, toute la vérité dans le cadre de cette
cette affaire. Moi, je ne suis pas sûr. À Sylvestre On n'a pas encore eu la vérité sur l'affaire. Merci au professeur Mathias Eric Owonangini. Merci à Lucien Bidima. Merci à Abel Elimbe-Lobé. Merci à Pierre Bleriot-Niemek. La première rediffusion de ce programme, c'est tout à l'heure à partir de 16h. Ne ratez pas la deuxième rediffusion ce soir à partir de 21h. La semaine prochaine, mercredi, la troisième rediffusion, ce sera à partir de 14h. Tout en vous souhaitant une excellente fin de semaine, je vous pose néanmoins une question. Avec tout ceci, que faites-vous? Et si l'on changeait désormais la donne? Le groupe Divine 4.0, c'est un bar-restaurant qui vous transporte au cœur même des saveurs africaines. Du bon vieux poisson silure à la braise, une spécialité de chez nous. Un concept pour tous, pêche ton poisson vivant et laisse-toi servir par une équipe qualifiée et dévouée. Le restaurant Divine 4.0, c'est une explosion de papilles. C'est aussi un espace rafraîchissement adapté au confort des fins gourmets. Le groupe Divine 4.0 vous ouvre également les portes de l'auto-école pour une formation de haute qualité en conduite automobile, toutes catégories confondues. Et ceci dans des conditions uniques. Groupe Divine 4.0, quand la qualité se fait une priorité. Nous sommes situés au quartier Damas, 100 mètres avant le rond-point Damas.